Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet événement. Merci aux gens qui sont présents physiquement, mais également aux nombreux, aux centaines de personnes qui se sont inscrites à distance. Je m'appelle Yasmine Douedi, je suis CEO et fondatrice de Risk Intel Media, qui est un média en cybersécurité. Nous organisons des événements comme celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'organise avec Mind2Check, qui pourra se présenter juste après. Sur le planning que nous avons mis en place aujourd'hui, nous allons avoir 2 grandes tables rondes, mais surtout une introduction. La première introduction sera faite par le général Éric Hotelet. J'invite le général à nous rejoindre. Merci. Quelques mots d'abord de Mind2Check. Nous sommes Mind2Check, nous sommes une marketplace d'innovation. On met en relation des cas d'usage et des technologies. Voilà, on a souhaité participer, réaliser cet événement en partenariat avec Risk Intel, puisque aujourd'hui on reste actif sur les sujets du spatial et de la cyber. Et je pense que les tables rondes vont vous convaincre que ce sont 2 sujets qui sont très liés. Voilà, je tiens à remercier tout particulièrement mon associé qui a beaucoup œuvré sur ce sujet, Yasmine bien évidemment, et puis Arnaud Coustillère qui nous a bien aidés aussi. Merci. Alors nous allons laisser au général le soin d'introduire cette belle thématique qui est celle de la cybersécurité dans l'espace. Nous vous laissons l'introduire et puis nous pourrons inviter la première table ronde à vous rejoindre. Je ne sais pas s'il y a du harcèlement. Est-ce que ça marche? Oui, tout le monde m'entend bien. Bon, alors je ne vais pas traiter le sujet qu'on vient de me donner. Je suis désolé. Non. Bonjour à tous. Je ne suis pas un spécialiste et donc l'idée de manœuvre, c'est surtout de vous donner, vu des armées, l'évolution du numérique et comment on intègre ce numérique, ce cyber, dans notre réflexion sur les programmes futurs. Je ne sais pas si le micro marche bien, là. Si, quand même. Bon, très bien. Alors, je vais, dans la présentation que je vais vous faire, vous donner un petit peu d'abord ce qu'est le rétexte qu'on a fait du changement stratégique de l'Ukraine et le changement qu'il va y avoir sur la conduite de nos opérations. L'Ukraine, c'est un peu un modèle qui tombe, un modèle de mondialisation et de globalisation qui reposait sur la confiance entre les pays, mais surtout l'interdépendance entre les États. Et finalement, avant le 24 février, ce principe-là d'interdépendance entre les États nous a amené à conduire des opérations, je dirais, sub-étatiques. Et donc surtout de la guerre contre le terrorisme et des choses comme ça, ou ce qu'on appelle, c'était plutôt des guerres choisies, puisqu'on choisissait le tempo, on choisissait l'endroit, et on n'était pas sous pression vu l'ampleur. Après le 24 février, finalement, on rentre dans un nouveau monde où c'est plus des guerres subies. L'Ukraine n'a pas choisi le moment où les Russes l'ont attaqué, et on change d'échelle. Quand les conflits qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était des volumes d'hommes de, je dirais, 4000, 5000 hommes, avec un tempo choisi. Là, on est en Ukraine sur ce qu'on appelle, nous, la guerre, l'engagement majeur et la guerre haute intensité. On est 150 000 hommes qui se battent depuis le 24 février. Donc on voit qu'on change de monde. Et ce changement de monde, la mondialisation qui disparaît, avec un des acteurs de cette mondialisation qui était Gorbatchev d'ailleurs, qui est mort cette année, et on revient dans un monde qu'on a connu avant la chute du mur de Berlin. Donc ça c'est le premier, je dirais, le premier changement d'échelle. Deuxième changement d'échelle, ou plutôt d'élargissement de domaine, c'est que par rapport au monde d'avant, eh bien finalement les espaces de conflictualité ont augmenté, notamment celui qui vous intéresse, le domaine du numérique, le domaine aussi de la lutte informationnelle, le domaine du spatial, tous ces domaines-là qui, par rapport à avant, terre et mer, se sont développés. Donc ce deuxième changement d'échelle est à prendre en compte, en fait, puisque on a 2 axes à développer, la masse dans chaque domaine et, je dirais, un nombre de domaines qui est augmenté. Et donc c'est un peu le problème de la confiture sur la tartine. On a le même pot, mais la tartine est beaucoup plus grande. Donc voilà un petit peu pour le contexte et l'impact qu'il y a sur nos réflexions, comment utiliser ça. Et vous verrez que dans les concepts qu'on a développés, notamment le multi-domain operation, le M2MC en français, eh bien on s'est un petit peu adapté à ça. Alors le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'évolution du numérique avec une révolution du numérique. Alors je ne suis pas un expert, mais moi la manière dont je le vois, c'est qu'on rentre dans une saison 2 du numérique
Et la saison 1, c'était ce que j'ai connu quand on est arrivé dans les états-majors, c'est-à-dire des systèmes d'information avec des données propriétaires très silotées et qui montaient du niveau tactique jusqu'au niveau stratégique. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de données, donc c'était assez facile, quand on avait une remontée d'informations, de pouvoir trier, présenter, en gérant un petit peu le nombre d'informations à présenter, de pouvoir présenter la situation. Et donc, on a assisté à ce moment-là à un écrasement du stratégique vers le tactique, intégrant aussi le niveau opératif. Avec une fusion par plateau, au niveau stratégique, on fusionnait les données de plusieurs systèmes. Aujourd'hui, on passe dans un nouveau monde qui, en fait, décloisonne ces systèmes d'information en s'attaquant directement à la donnée. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Les big data, l'intelligence artificielle qui peut nous aider, et puis le cloud qui va nous permettre justement de ne pas avoir ces systèmes qui cloisonnent et de pouvoir retrouver une fusion de données par niveau. Et donc, on passe d'un niveau très vertical à un niveau horizontal. Et là, on va retrouver un petit peu la finalité des différents niveaux. Le niveau stratégique, sa finalité, c'est bien de savoir, d'élaborer le pourquoi et de se poser des questions de niveau stratégique qui vont donner l'intention du commandement. Et en fait, cette intention du commandement et cette réflexion stratégique, on l'avait un peu perdue par l'infobésité dans laquelle on était arrivé avec des systèmes d'information très cloisonnés et dont on n'arrivait pas à extraire les données importantes. Donc là, on va être dans une autre démarche qui ne va plus être dans du mode données poussées, mais bien qui va être dans de quelles données ai-je besoin pour pouvoir répondre à la question stratégique. Et là, chaque niveau va retrouver sa finalité, je dirais, théorique. Le niveau stratégique, l'intention, le niveau opératif, l'attribution des moyens, et le niveau tactique, l'engagement des moyens, qui connaîtra l'intention du haut avec les moyens qui lui auront été attribués. Donc ça, c'est assez important en termes de réflexion et, je dirais, d'espacement des niveaux stratégiques, cette révolution du numérique, avec un changement, le principal changement, et je reviendrai un petit peu dessus à la fin, qui est le changement d'état d'esprit. Donc ici, je pense que vous êtes déjà tous convertis, mais il y a parmi nos combattants un certain prosélytisme à faire pour qu'ils comprennent ce changement de paradigme dans le domaine du numérique. Alors, ce que je voulais dire également sur cette approche basée sur la donnée, c'est qu'en fait, ça remet, il faut se poser les questions aussi sur les espaces d'échange et la classification des données. Donc ça, c'est tous les concepts sur lesquels qui se développent, comme le Zero Trust, comme la Data-Centric Security, qui fait qu'en fait, on arrive à pouvoir échanger de la donnée ou de l'information sur des réseaux qui ne sont pas forcément classifiés. Donc là, on voit bien que derrière, il y a toute une réflexion à avoir sur les réglementations, le cadrage, sur comment pouvoir traiter ces données-là. Voilà pour un petit peu les grands éléments de réflexion. Sur cette technologie-là, ça va nous permettre de faire, d'être beaucoup plus résilient, puisque finalement, à partir du moment où on trouve la finalité initiale de chaque niveau, intention, moyen, action, finalement, on n'est plus obligé d'aller chercher ce qu'on a cherché, le Graal qu'on cherchait dans la saison 1 du digital, qui était le temps réel, ou le temps légèrement différé. Mais en fait, on cherchait à réduire finalement le temps réel. Quand on revient dans une logique de stratégie coopérative et tactique, finalement, on peut accepter d'être asynchrone pour certaines missions. Il y a certaines missions qui nécessiteront qu'on soit synchrone, mais on peut accepter d'être asynchrone. Et enfin, finalement, ces organisations humaines qui sont basées sur le côté asynchrone sont les plus résilientes. Et c'est l'organisation de Daesh. Daesh, en fait, n'avait pas de liaison permanente entre la tête, ceux qui donnaient les moyens et ceux qui faisaient l'action. Daesh élaborait une intention qui était partagée par des moyens divers, pas forcément numériques. Et puis après, il y avait mise en place de moyens. Donc ça, c'est, je dirais, son niveau opératif. Et puis finalement, quand tout ça arrivait au niveau tactique, eh bien, l'opportunité faisait qu'il y avait un engagement. En fait, ces organisations-là sont les plus résilientes et les plus difficiles à pouvoir targeter.
En ce qui nous concerne, on rejoint exactement ce qu'on recherche, le multi-domain operation, ou le multi-champ M2MC, multi-champ et multi-domaine. Finalement, dans ces choses-là, on va chercher la supériorité par l'agilité entre les domaines. Et c'est ce que permet aujourd'hui, enfin c'est ce que doit permettre aujourd'hui le numérique. Finalement, on ne va plus aller chercher la masse dans le domaine aérien, la masse dans le domaine terrestre, la masse dans le domaine naval. Ça va être, on pourra être en infériorité dans tous les domaines, mais celui qui aura l'agilité de pouvoir basculer des forces d'un domaine à l'autre pourra avoir ponctuellement, c'est la concentration des forces, c'est le principe de base de la guerre, pour avoir à un moment donné la concentration des moyens spatiaux, cyber, forces spéciales, terre, air, mer, pour pouvoir avoir la supériorité. Et là, on voit que dans ces organisations du C2, et finalement, on va avoir une grande subsidiarité et on est en train de travailler justement sur ces organisations-là avec, dans ce que je décrivais tout à l'heure sur le C2 et la subsidiarité vers le niveau le plus bas. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Ça va être à un moment donné, un avion Rafale qui va revenir des lignes et qui aura détecté derrière la colline une section terrestre et qui va, en survolant de l'autre côté des forces armées, transmettre les données. Là, on peut imaginer que la section de l'autre côté n'ait pas les moyens et va transmettre les données à un bateau et qui va faire du tir à partir de la côte en lui donnant les données. Et tout ça va être valorisé par des liaisons spatiales. On peut même imaginer qu'il y ait des actions dans le domaine cyber pour pouvoir contrer le fait que de l'autre côté, ils aient détecté le passage de l'avion, des choses comme ça. Donc, c'est cette organisation-là qui, en fait, ce multidomaine, à un moment donné, de pouvoir mettre tous les moyens dans une bulle qui va être, je dirais, éphémère et qui va pouvoir donner les moyens. Et dans cette approche-là, c'est l'approche un peu différente des Américains qui, en fait, je ne sais pas s'il y a des Américains qui nous écoutent, mais qui font remonter toutes les données, qui vont les analyser et qui après vont faire une action. Finalement, nous, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelles sont les données dont on a besoin à chaque niveau et pas forcément tout faire remonter. Et dans cette réflexion-là, on voit qu'on peut avoir des bulles temporaires qui vont permettre justement pour nous d'être beaucoup plus efficaces. Donc ça, c'est le principe du MDO. Alors, pour tout ça, évidemment, il y a le domaine du cyber. Là, c'est pareil. Dans la construction, vous voyez, de tous ces effecteurs-là, il faut qu'on ait une robustesse assez importante. Et dans la construction de nos moyens, aujourd'hui, il y a du numérique partout, avec des tempos de développement qui sont totalement différents, puisqu'en fait, on voit bien que l'obsolescence d'un matériel physique, comme un avion, un char ou un bateau, n'est pas la même que, je dirais, l'obsolescence d'un logiciel pour lequel on pourrait presque avoir un patch tous les jours. Tous les jours, quand on sort son iPhone ou son Android, on a les mises à jour qui nous tombent. Eh bien, on voit bien qu'il y a un décalage de tempo entre ce qui est embarqué sur un vecteur, sur un effecteur, et l'obsolescence, je dirais, de plus technique de ces effecteurs. Donc cette donnée-là, elle est importante et ça va nécessiter de notre part, et pas uniquement des armées, c'est aussi une réflexion qu'on doit conduire avec la DGA, dans la construction de nos systèmes, avec les industriels également, la construction de nos systèmes, la différenciation de ces deux tempos. Et dans la différenciation de ces deux tempos, là, on va rejoindre un petit peu l'industrie, c'est un petit peu comme ça que je le vois, l'industrie numérique, où la protection du cyber va être prise, je dirais, en amont dans la construction même du logiciel qui va être embarqué sur nos plateformes. Donc ça, c'est tout un changement de mindset qu'il faut qu'on ait et qui va nous permettre justement de pouvoir développer tous ces systèmes-là. Je ne vais pas être plus long et je laisserai un peu la place aux questions. Alors, dans tout ça, quels sont les enjeux pour nous ? Les enjeux, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, c'est le changement d'état d'esprit. Changement d'état d'esprit et pouvoir connaître un monde nouveau. Et donc, nous, on est à la recherche des talents, évidemment, comme les sociétés qui sont ici, pour pouvoir développer ces systèmes-là et penser différemment, construire ces nouveaux C2, rapprocher, être capable de faire de l'analyse de données dans les états-majors de demain, plutôt que d'avoir des secrétariats. On pourra très bien envisager d'avoir auprès des autorités des gens qui sont capables d'extraire les données sur des bases de données qui soient techniques, opérationnelles ou administratives pour pouvoir faciliter la prise de décision. Donc toutes ces choses-là vont nécessiter des compétences qu'il va falloir aller chercher. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nous.
avec une transition entre les deux mondes digitaux, le monde d'avant, des systèmes très cloisonnés, et un monde nouveau, beaucoup plus ouvert, qui s'appuie sur le triangle cloud, IA et intelligence artificielle. Et cette transition-là, on essaye de la faire la plus courte possible, de finaliser nos systèmes anciens pour rentrer dans les systèmes nouveaux, puisqu'aujourd'hui, ça me paraît difficile de pouvoir recruter des jeunes pour rentrer sur les systèmes anciens tels qu'on a connus et qui n'ont pas changé depuis les 20 dernières années. Donc il faut qu'on fasse cette transition rapidement si on veut être au bout du jour. Donc voilà un petit peu pour les enjeux. Je trouvais ces talents-là. Et derrière ces talents-là, on voit bien que la ressource est forcément rare. Et derrière, c'est l'enjeu de la formation. Donc je sais que dans ce campus cyber, ça fait partie un petit peu des objectifs de former et de pouvoir proposer justement des jeunes dans ces nouveaux métiers. Et donc là, c'est un challenge pour nous qui est quasiment le plus important, je dirais, dans la LPM qu'on est en train de préparer. Et je sais que certains ici maîtrisent bien ces domaines de ressources humaines qu'il va falloir bien dimensionner en termes d'effectifs, mais pas que d'effectifs, également de salarial, puisqu'aujourd'hui c'est quand même un peu le driver, et il ne pourra pas y avoir trop de différentiel entre le monde civil et le monde de la défense. Voilà, rapidement brosser nos enjeux, l'évolution du contexte, et puis si vous avez des questions, sans prendre sur le temps, je ne sais pas combien de temps on me donne, je suis prêt à répondre à quelques questions. S'il n'y en a pas, tant pis. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Et ben dans ce cas-là, on va passer sur la table ronde. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons passer à la première table ronde de cet événement. Donc, je vais inviter nos speakers à me rejoindre sur l'estrade. Allons-y. La thématique de cette première table ronde est les satellites face aux cyberattaques, le défi de la nouvelle guerre des étoiles. Alors, je vais vous laisser vous installer. Merci. Je vais me mettre en bout. Alors, avant de commencer les questions-réponses, ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter, de présenter vos activités. Je commence par vous, Eric. Eric Alardet. Parfait. RSSI de Yogosha. Yogosha, c'est la sécurité offensive, Pentest, Bug Bounty. Bonjour à tous, je suis Romain Legros, je suis le fondateur et président-directeur général de la société Geoflex, et on augmente les systèmes de radiopositionnement par satellite pour les rendre plus précis, jusqu'à quelques centimètres près en temps réel partout dans le monde, plus sûr de fonctionnement et on le verra plus résilient à un certain nombre d'attaques. Ouais, non. Désolé. Donc Jean-François Morizur, j'ai fondé, je dirige Skylabs. On est une boîte de 70 personnes, on fait des stations sol optiques. Ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est connecter les satellites au sol par le biais de laser. Ça permet d'être plus sûr, beaucoup moins interceptable, beaucoup moins brouillable, et au passage avoir plus de débit, donc plus de données. Allô ? Oui, non ? Parfait. Bon, très bien. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alexandre Auter. Je suis le directeur technique et l'officier de sécurité du groupe REA France. J'ai commencé ma carrière il y a un peu plus de 20 ans maintenant, essentiellement dans la cybersécurité des systèmes embarqués complexes, notamment dans le domaine de la défense. Je pense plutôt à des systèmes d'armes, des systèmes de combat, des systèmes de plateforme, des systèmes de guerre électronique. Et j'ai rejoint le groupe REA en 2016, où j'ai été détaché au sein de l'IUSPA, donc c'est l'Agence des programmes spatiaux européens, pendant 6 ans. Et donc, j'ai rejoint le groupe REA en tant que directeur technique en janvier dernier. Écoutez, merci de nous avoir rejoints. Donc, pour répondre à nos questions, la première question va être adressée à Romain Legros. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce que l'on désigne par la nouvelle économie de l'espace, le New Space Economy, et quels sont les changements majeurs par rapport au modèle antérieur ? Vaste question. Alors le New Space, je pense qu'on pourrait le définir comme tout le pan de l'activité spatiale qui est lié à la démocratisation de l'accès à l'espace. Il y a une convergence de domaines technologiques qui font qu'aujourd'hui, on peut mettre sur orbite un certain nombre de satellites et par là même un certain nombre de capteurs qui vont être capables d'acquérir de la donnée, de diffuser de la donnée. Donc les capteurs en question, c'est de l'imagerie,
C'est des charges utiles pour de la positionnement, de la navigation et puis de la synchronisation temporelle et puis de la télécom. Donc le New Space, c'est toute cette nouvelle activité de démocratisation de l'accès à l'espace qui permet à des entreprises privées, je pense que c'est une composante importante dans la définition, des entreprises privées d'accéder à l'espace et de déployer des nouveaux services à partir de satellites. Et puis il y a toute la chaîne aval, qui est le traitement de ces données d'imagerie, de positionnement, navigation de temps et puis de télécom qui génère une masse de données super importante. Et donc il y a plein de questions qui se posent sur la bonne utilisation et de ces satellites et des données qui sont générées pour garantir un certain nombre de services dont certains sont critiques. Et donc cette démocratisation, ce New Space, entraîne un certain nombre de sujets dans la cyber, donc dans la sécurisation de ces systèmes informatiques, dont une des composantes devient spatiale. Alors, je reste avec vous. On a aujourd'hui des infrastructures spatiales qui sont très présentes dans notre quotidien. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de technologies aujourd'hui, notamment peut-être européennes, qui sont utilisées ? Alors il y en a on en a plusieurs sur nous. Hein. Si on parle des systèmes de radionavigation dont je parlais tout à l'heure, vous connaissez tous le GPS, le GPS européen, donc je vais le faire dans l'autre sens en fait. Les Américains ont un système qui s'appelle GPS, qui est l'équivalent de notre Galileo européen. Galileo est meilleur. Meilleur. Et donc on en a plusieurs, donc c'est des récepteurs qui permettent de se localiser partout sur Terre. Vous en avez dans vos téléphones portables, vous en avez dans votre voiture, vous en avez dans votre montre probablement. Et donc on est tous multi-clients de ces systèmes de radiopositionnement qui sont utilisés, dont on aurait du mal à se passer aujourd'hui en fait. Donc ça peut être le bon exemple d'application majeure dans le domaine. Oui, alors en complément, je suis complètement d'accord. Hein, mais il faut aussi prendre en compte le fait que les systèmes satellitaires, les systèmes spatiaux aujourd'hui, vous vous en rendez pas compte, mais structurent complètement notre société. Dans Galileo ou le GPS, évidemment, il y a de la position, il y a de la navigation, mais il y a aussi un facteur de temps qui est très important aujourd'hui dans toutes les applications que l'on utilise. C'est vrai dans l'énergie. Aujourd'hui, vous avez des réseaux électriques. L'énergie, il faut le diriger parce que ça ne se stocke pas et ça demande une synchronisation à la milliseconde. Si vous n'avez plus ce temps qui est synchronisé, notamment à travers les satellites, il n'y a plus d'électricité. Tout ce qui concerne la finance, et notamment tout ce qui est hyper-trading, donc la trading haute fréquence, c'est aussi synchronisé par des satellites. Sans cela, plus de bourse. Et puis je pourrais aller un peu plus loin. Vous avez bien vu que suite à la guerre en Ukraine, il y a eu, suite au piratage du KSAT, en Allemagne, un ensemble de 5800 éoliennes, à peu près, n'était plus exploitable à cause du brouillage GPS des Russes. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans notre vie et qui pourrait remettre en cause complètement la société dans laquelle on vit. Merci. Alors Jean-François Morizur, quand on tombe par infrastructure spatiale, est-ce qu'on doit distinguer les équipements au sol des équipements qui sont dans l'espace ? Alors oui, il y a toute une chaîne, évidemment. Nous, Skylabs, on va s'occuper d'une ligne de transmission entre le satellite et le sol. Effectivement, on va travailler sur le segment sol. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres gens autour de la table qui vont sur scène qui vont pouvoir parler de différents blocs. Mais il y a le point important dans cette distinction entre satellite et sol, c'est de ne pas oublier la taille du segment sol. Et des fois, ça a tendance à être oublié, en particulier au niveau du coût des terminaux. C'est-à-dire que dans un certain nombre de programmes de télécom qu'on a pu voir, le coût cumulé des terminaux est significativement plus élevé que le coût des satellites. Pourtant, on a cette illusion que le terminal ne coûte rien. Et le plus bel exemple, c'est Starlink. Dans le perspective de Starlink, le coût de l'ensemble de la constellation est plus faible que le coût des terminaux envisagés s'il fallait rendre cette constellation rentable. Et donc c'est intéressant de s'en souvenir en fait, que la partie sol et la partie satellite finalement sont tout aussi importants l'une que l'autre. Merci. Alors effectivement, vous disiez que chacun pouvait avoir sa propre définition, en tout cas définir un bout de la structure. Je vais voir avec vous. Alors Alexandre Auteur et Romain Legros, qu'est-ce que vous voyez, vous, quand vous parlez justement de cette distinction des infrastructures spatiales ? Tu veux commencer ? Je commence. Alors, c'est vrai qu'on pense souvent qu'un système satellitaire, on positionne un satellite et ça y est, ça fonctionne. Ce n'est pas tout à fait comme ça que cela fonctionne, c'est beaucoup plus complexe.
faut déjà se poser la question, mais qu'est-ce qu'un satellite, voire une constellation de satellites? Un satellite, c'est tout d'abord une plateforme, c'est-à-dire qu'il faut voir ça comme un bus où vous allez pouvoir, par exemple, y mettre plusieurs personnes. Un satellite, c'est une plateforme sur laquelle vous allez mettre des charges utiles, des payloads, on appelle ça des payloads, qui vont appartenir à plusieurs clients et relayer plusieurs types d'informations. Donc sur un même satellite, une même plateforme, vous pouvez avoir de la retransmission télévision, vous pouvez avoir de la radio, vous pouvez avoir de la télécommunication, vous pouvez avoir un outil d'instrument d'observation de la Terre, vous pouvez avoir tout un tas de services accrochés à cette même plateforme. Donc ça, on va parler, ça c'est plutôt le côté segment espace. Bien entendu, ce satellite, il va falloir le construire, il va falloir le définir, le construire, ainsi que les payloads qui vont y être rattachés. Il va falloir l'assembler, il va falloir le transporter jusqu'à un segment, on va dire, de lancement. Alors, je vais prendre Kourou comme exemple, ce sera plus simple. Qui vont, encore une fois, faire partie d'un segment sol un peu différent, mais qui est composé de différents sous-systèmes sol qui vont permettre de déplacer le satellite, d'assembler le lanceur, de pouvoir positionner le satellite dans le lanceur, tout ceci avec des, des dispositifs en termes d'hygrométrie, en termes de température pour ne pas abîmer les satellites. C'est quelque chose de très très fragile. Plus vous avez ensuite le lancement, plus la mise en orbite, etc., etc. Donc vous avez un système, un segment espace, vous avez un segment lanceur et vous avez aussi un segment sol. Et le segment sol, aujourd'hui, un satellite, je dis bien aujourd'hui, peut-être plus tard on verra, mais aujourd'hui, une mission offerte par un satellite ne peut pas fonctionner sans segment sol. Et un segment sol, ça veut dire un control center pour pouvoir gérer la plateforme, donc le satellite lui-même, mais c'est aussi des opérateurs pour gérer les différentes payloads ou charges utiles qui sont sur ces satellites. Et c'est aussi le mission control qui va récupérer ou qui va gérer l'ensemble des données utiles, typiquement la donnée GPS que vous recevez sur vos terminaux. Ça fait partie de ce sous-système du segment sol. Ensuite, dans le segment sol, vous avez des antennes émettrices et réceptives. C'est mieux. Et réceptives. Donc, vous avez dans le segment sol tout un ensemble d'infrastructures et qui sont éparpillées de par le monde et qui nécessitent des interconnexions. Et dans les interconnexions, alors on peut mettre le réseau sol au sein du système sol, à voir, puisque très souvent, si vous devez avoir une liaison avec un site qui se trouverait dans un endroit un peu exotique, dans l'Arctique ou quelque chose comme ça, où vous allez utiliser une communication non pas terrestre, mais vous allez utiliser des satellites pour communiquer avec ce deuxième système sol. Donc, bon, peu importe. Donc, vous avez bien le segment sol, vous avez le segment espace, vous avez la partie lanceur, et puis vous avez le segment dit plutôt utilisateur. Vous êtes tous utilisateurs aujourd'hui de Galileo. Les avions utilisent Galileo aussi. Plus d'autres systèmes de type EGNOS pour faciliter les approches à l'atterrissage, et puis les antennes, l'électricité, etc., etc. Donc vous avez tout un écosystème complexe et éparpillé sur l'ensemble du globe, ou au moins en Europe et un peu à l'extérieur. Merci beaucoup. Alors, Romain Legros, peut-être vous souhaitiez compléter ? Et en complément, pour donner les enjeux sur ce segment sol, si on reprend l'exemple de Galileo et des GNSS, c'est plus que des projections économiques, les mesures économiques évaluent à 2630 milliards, je crois que c'est le chiffre, sur 10 ans, l'impact économique des GNSS. Donc on voit que c'est des systèmes qui sont, on en a tous sur nous, et qui globalement sont très impactants dans l'économie. Et de plus en plus prégnants dans l'économie. L'économie, la compétitivité. Vous voyez, aujourd'hui, en mer Baltique, il y a du spoofing, un terme anglais, mais spoofing et jamming de certaines zones GPS. Et il y a des porte-containers, des navires entiers qui sont complètement déstabilisés, perdus en pleine mer, parce qu'ils ne savent pas où ils se trouvent. Et sans ce type de service, autant dire que les rayons des magasins seront vides. Vous souhaitiez ajouter quelque chose, Romain ? Ou qu'on aurait du mal à se déplacer avec notre voiture
dans des services, tout un tas de services qu'on pratique au quotidien, le Keep Lane Assist, le centrage automatique des voitures sur les voies de circulation, il y a du GNSS. Il y en a strictement partout, dans toute la bonne conduite des opérations terrain, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans tous les domaines d'activité. Dès qu'on veut mieux piloter son activité terrain quand on est dans une entreprise, on a besoin de ces systèmes de radiopositionnement. Et donc, un hacker a plus de facilité à créer un problème de masse en venant brouiller un signal GNSS qu'en venant faire une attaque conventionnelle terroriste quelconque en termes d'impact. Et donc, il faut évidemment qu'on se soucie très activement de la sécurisation de ces systèmes-là. Alors c'est très bien que vous parliez justement des cyberattaques, puisque c'est un peu le sujet de la prochaine question. C'est quelles sont les typologies aujourd'hui des cyberattaques? Est-ce qu'elles sont similaires aux autres secteurs d'activité? Parce qu'on en entend beaucoup parler. Je commence par vous, Jean-François Morizur. Alors oui, on peut effectivement. Il y a une spécificité particulière sur les attaques vis-à-vis des satellites, c'est qu'en fait, c'est des objets auxquels on ne peut pas accéder de manière évidente. En tout cas, on ne peut pas les remettre sur Terre pour les mettre à jour. Sur lesquels c'est des récepteurs radio, parce qu'on communique avec eux en radio, et on sait où ils sont. Donc ça en fait des objets particulièrement sensibles, pour lesquels les questions d'obsolescence, ou en tout cas de mal préparer la mission va être vraiment problématique. Finalement, ces plateformes sont un peu particulières à ce titre-là. Si vous regardez les communications radio qu'on peut avoir, tous les outils tactiques qu'on peut avoir de communication, on peut toujours revenir, les remettre à jour, on peut toujours les ramener à un centre dans lequel on a confiance. Un satellite, on ne peut pas. Une fois qu'il est parti, il est lancé. Et si nous, on peut le mettre à jour en créant une confiance entre le sol et le satellite, en fait, quelqu'un d'autre peut aussi le mettre à jour de la même manière. Faut donner un ordre de grandeur. Même les antennes les mieux pointées qu'on puisse avoir vers le sol, c'est à l'échelle d'un département. Donc que ce soit pour intercepter un signal radio depuis le satellite vers le sol, ou pour émettre et être à peu près au bon niveau pour parler au satellite, j'ai pas de problème pour me dissimuler dans la zone, et géographiquement, je vais pas pouvoir garder une sorte de sécurité là-dessus. D'où l'importance qu'on essaie d'avoir sur cette interception-là avec les communications optiques, où là, c'est 12 mètres. L'ordre de grandeur. Donc vous pouvez avoir toutes les communications qui partent et qui reviennent d'une base militaire, par exemple. Donc l'interception devient plus difficile, etc. Même si pour le brouillage, je veux dire, un nuage de fumée fera le même effet que du brouillage de GNSS dans une zone. Donc ce sera la même typologie d'attaque. Mais au moins pour la communication, on va y gagner un petit peu. Ok. Et qu'en est-il de la typologie des acteurs, enfin des hackers plutôt cette fois-ci? Est-ce que ce sont plus des groupements privés? Est-ce qu'on peut se méfier beaucoup plus des États, notamment lorsqu'on a des tensions géopolitiques? Je commence par vous, Eric Alardé. Alors en effet, tout d'abord, il faut peut-être définir un petit peu ce que c'est une menace étatique, une menace type hacker privé. Pour moi, la menace étatique, c'est donc une menace au niveau de compétences. Il faut voir qu'un État, il a du temps, il a des moyens, donc il a des moyens qui sont salariés, qui n'ont pas une exigence de rentabilité élevée et rapide. Et il y a un État qui sait également planifier une opération, commander une opération, bref, un petit peu comme à l'armée. Voilà. Alors qu'une menace plutôt type hacker privé, là on est sur la rentabilité rapide, c'est la cybercriminalité. Utiliser un outil pour arriver à une fin, pour gagner effectivement... pour gagner de l'argent rapidement. Il faut mettre ça en rapport, ces deux menaces, avec les caractéristiques du milieu spatial, qui sont très particulières. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, un satellite, il a déjà il est pas, on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas l'atteindre physiquement. Donc déjà, c'est une contrainte qui d'ailleurs est exploitée par certains projets crypto. Je pense au projet CryptoSat en particulier, qui consiste en fait à générer des clés privées et à gérer des blockchains dans l'espace. Donc justement, profiter de cet aspect qui est de protection physique. Également, une autre contrainte, c'est le fait que les satellites, lorsqu'ils sont dans les couches basses, ont une cinématique particulière. Donc lorsqu'on veut communiquer avec un satellite ou même l'attaquer, il faut attendre qu'il passe au-dessus de vous, donc bien déjà calculer sa trajectoire, se mettre au bon endroit, faire des essais périodiques. Donc ça, c'est quand même une contrainte importante. Et la dernière contrainte que je vois, il y en a d'autres, c'est que dans l'espace, rien n'est discret. C'est-à-dire que l'espace est surveillé en permanence. Et d'ailleurs, le commandement d'espace est là pour le confirmer. En France, on est quand même les leaders européens dans ce domaine. Donc ça veut dire toute action, en fait, est quand même visible.
même quelqu'un qui va essayer d'émettre en direction d'un satellite, eh ben, il aura une antenne radiofréquence, il ne va pas être discret. Donc ça fait des contraintes qui pourraient laisser penser que la menace étatique est plus apte à attaquer des satellites. Et en fait, il n'en est rien, pour 2 raisons. Tout d'abord, je pense que le cyberespace, c'est un milieu quand même très particulier. Lorsque vous élaborez une arme, aussi sophistiquée puisse-t-elle être, vous avez toujours la possibilité qu'elle fuite, qu'on vous la vole. Et on se rappelle de l'affaire de la NSA, où les Shadow Brokers ont volé des armes à la NSA et les ont mis à disposition, les ont vendues. C'est comme si vous donniez à un dealer de crack une bombe atomique. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va pouvoir vous faire chanter. Donc il y a quand même toutes ces possibilités-là. Et puis le cyberespace n'a pas de frontières. C'est-à-dire vous pouvez effectivement aller dans tous les coins du cyberespace pour aller, même dans le darknet, aller chercher des outils, même si vous n'avez pas les compétences. Donc les hackers privés ont quand même un rôle important. La deuxième raison, c'est qu'on vit une révolution dans le spatial. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez, depuis quelques années, des acteurs privés qui sont arrivés avec SpaceX, avec plein de petits satellites qui maintenant ne nécessitent pas beaucoup de moyens. On parle des CubeSats, 10 cm sur 10, qu'on peut caser dans un coin d'une Ariane pour un coût très faible. Et donc ces satellites-là, en fait, sont autant de dangers, finalement potentiels, pour tout l'espace. Parce que lorsque vous prenez le contrôle d'un satellite, en fait, vous en faites une arme par destination, éventuellement, donc pour aller percuter d'autres satellites. Donc ce sont des objets vraiment très vulnérables qui peuvent être exploités par des hackers privés. Moi, juste une petite anecdote concernant la sécurité de ces nouveaux systèmes. Yogosha a organisé au printemps dernier un live hacking event donc, à Dubaï. C'était le plus grand jamais organisé dans cette région du Middle East. On a invité 100 hackers et leur objectif, c'était d'aller chercher des vulnérabilités sur différents types de systèmes. Il y avait des drones, il y avait des satellites, bien sûr, il y avait des wallets, il y avait des applications Android, etc. Et en fait, on avait arrivé 2 équipes de 4 personnes, donc avec des jeunes, vraiment très jeunes, qui avaient acheté pour $500 sur Internet de matériel, antenne radioélectrique, et qui ont pu décoder les commandes d'un satellite pour aller ensuite pour proposer le concept qui permettait d'injecter des commandes dans ce satellite. Donc on voit que les hackers privés, en fait, ils ont toute leur place dans ce monde-là. Il faut vraiment être très vigilant sur la sécurité, et vraiment monter le niveau de sécurité de tous ces satellites, parce que, comme je disais, lorsque vous avez un satellite qui a perdu, enfin dont le contrôle est pris par quelqu'un d'autre, par un hacker privé, vous pouvez en faire une arme par destination, à partir de là provoquer des collisions, voire des collisions en chaîne, puisque c'est ça en fait la problématique de la surveillance de l'espace, c'est éviter les collisions, éviter surtout les collisions en chaîne qui pourraient impacter beaucoup d'autres satellites. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez compléter, Romain Legros ? Alors là, on vient d'évoquer l'attaque par le segment spatial, par le satellite. Il y a des attaques qui sont encore beaucoup plus simples par le segment sol. Avec un brouilleur de GPS à quelques dizaines d'euros, on est capable d'émettre sur les mêmes fréquences que les récepteurs GNSS, enfin, sur les fréquences utilisées par les récepteurs GNSS, et de mettre complètement dans le noir une zone de 400 mètres de diamètre, de rayon ou de diamètre, enfin, un pan important de l'espace avec quelques euros en fait. Et donc alors je ne sais pas si on peut les qualifier de cybercriminels, mais tous les gens qui mettent sur leur allume-cigare un brouilleur de signal GNSS pour ne pas être suivis par leur employeur et ne pas remonter de position de leur voiture de service ou de fonction, brouillent un certain nombre de systèmes voisins et peuvent être classés dans cette catégorie des hackers privés en fait. Et donc ça devient super commun et super simple d'accès. Oui, ça c'est vrai, et c'est encore plus grave quand ces brouilleurs de GPS se retrouvent près d'un aéroport ou juste en bout de piste, et brouillant la réception des signaux GPS et EGNOS notamment, qui est utilisé de plus en plus et qui sera utilisé de plus en plus dans l'aviation civile pour faciliter les approches. Donc oui, ça c'est clairement une vraie menace. Il y a eu des exemples sur un certain nombre d'aéroports français à Nantes où il y a des retards importants. Il y a eu des retards importants de trafic
liées à des avions qui n'ont pas pu se poser pour ces histoires de brouillage GNSS. Enfin, ça prend tout de suite des proportions incroyables. Merci. Alors, on va passer sur la question des investissements. Donc, la nouvelle économie spatiale attire beaucoup d'investisseurs, et notamment l'Union européenne a choisi de flécher entre 2014 et 2021 12 milliards d'euros d'investissement. Les acteurs de financement privés ne sont pas en reste, mais quelle est réellement la part de la cybersécurité dans ces investissements, et notamment dans le secteur privé? Je commence par vous, Alexandre Rother. Alors, c'est une question qui n'est pas simple et qui mérite un petit peu de temps. Avant de répondre à cette question, il faut se rendre compte que les systèmes spatiaux, par la complexité que j'ai expliquée tout à l'heure, les segments sol qui peuvent se trouver à plusieurs dizaines d'endroits, le développement des satellites, ce sont des développements qui se font très en amont. Alors, quand je dis très en amont, si je remonte aux années 90, ce qui a été fait dans les années 90 ont été lancés et sont opérationnels en 2000-2001. Et sont encore utilisés aujourd'hui. Vous imaginez très bien quand, dans les années 80-90, la problématique cybersécurité intégrée, alors security as design, by design, je vais plutôt dire, elle était assez limitée. Donc ça, ce sont des systèmes qui aujourd'hui sont opérationnels et que nous utilisons tous les jours. Et là, effectivement, la security by design est manquante. Ensuite, vous avez un deuxième cas, ce sont les satellites, les systèmes spatiaux qui sont en cours de développement ou qui ont commencé à être développés il y a peut-être 5 ou 6 ans, qui, eux, de plus en plus, et je parle essentiellement pour les systèmes européens, systèmes de satellites européens, je ne parle pas du New Space, là, c'est encore un autre sujet, qui intègrent by design, d'ailleurs les équipes REA y travaillent fortement, pour intégrer toutes les fonctions de sécurité, à la fois sur le segment sol, le segment espace et les communications au niveau des lanceurs, pour s'assurer que même une fois lancé, le système aura un certain niveau de sécurité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Pour ce qui est du New Space, je vois ça comme une nouvelle opportunité. Le New Space, c'est quelque chose de très récent. Alors, très récent, quelques années, hein, c'est très récent. Dans le domaine spatial, tout est très, très long. Donc, c'est très récent. Et là, il y a peut-être une grande opportunité parce que tous ces nouveaux projets doivent passer, entre guillemets, différentes phases, notamment une phase de qualification. Et avant cette phase de qualification, on peut travailler avec ces entreprises du New Space pour, dès à présent, intégrer non seulement la sécurité dans les systèmes qu'ils sont en train de développer, surtout qu'ils sont de plus en plus connectés, ils utilisent beaucoup le cloud ou des services publics, etc. On peut, dès à présent, les assister pour sécuriser le plus possible, de manière raisonnable et raisonnée, leur système. Merci beaucoup. Romain Legros. Dans le domaine du positionnement, si on veut continuer à regarder ce qui se passe, par exemple, avec un système comme Galileo, la sécurité par conception sur la partie récepteur, elle n'existe pas. On a des récepteurs, alors je n'ai pas ma montre avec moi aujourd'hui, mais on en a plusieurs dans nos smartphones. Il n'y a rien, strictement rien, sur la sécurité de la mesure GNSS. Sur les contre-mesures au brouillage, les contre-mesures au leurrage, il n'y a strictement rien. Dans vos voitures, c'est la même chose. Les constructeurs se sont intéressés à faire des systèmes fonctionnels, mass market, pas cher. Et aujourd'hui, ces systèmes-là se sont tellement démocratisés qu'ils commencent à être utilisés dans des segments, pour des activités sensibles. Je prends l'autoguidage ou l'aide au guidage dans une voiture. Et la sécurité par conception n'a pas du tout été abordée. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette majeur. Et on pourrait ramener ça sur des systèmes beaucoup plus importants, hein, dans le domaine industriel. Pour autoguider des machines, la dronification des machines agricoles, c'est pareil, il n'y a pas de sécurité par conception. Quand vous avez des récepteurs GNSS dans les trains, pour alléger les systèmes de signalisation sol, il n'y a pas non plus, par conception, de contre-mesure à des cyberattaques sur le récepteur GNSS, et tout ça est à développer aujourd'hui. Merci. Alors c'est peut-être un peu inquiétant, mais c'est effectivement la réalité du système. C'est le cas sur beaucoup de points. Il y a des travaux qui sont effectués. J'ai peut-être des anciens collègues de l'Agence des programmes spatiaux européens, IUSPA dans l'Assemblée, mais l'ESA, l'Agence des programmes spatiaux européens,
est très proche de l'ensemble de la communauté pour faire améliorer les standards et notamment apporter un niveau de sécurité supplémentaire à la fois dans l'émission et la réception des signaux. Mais ça va prendre un petit peu de temps, comme d'habitude. Merci. Alors, on va passer à la question de conclusion. Donc, ce sera la dernière question pour ce panel, en tout cas de ma part. Finalement, face à cette menace, quelle est la réponse qu'on doit mettre en place? Quel est le rôle des pouvoirs publics? Est-ce qu'on ne devrait pas finalement penser à quelque chose, ou en tout cas une réponse qui soit internationale? Je commence par vous, Eric. On va déjà essayer de faire une réponse simple. En fait, on est tous d'accord là pour dire que l'espace est un bien commun. On l'a vu, les positionnements, etc. Donc évidemment, les premières mesures qui ont été prises, c'était de désarmer l'espace, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'armes dans l'espace. Et on voit à quel point c'est complexe quand on voit qu'un satellite peut être une arme lui-même par destination sur un autre satellite, donc pour aller détruire un autre satellite. Et on a quelques exemples possibles. Et donc en fait, il faut peut-être orienter ou renforcer une coopération dans le domaine de la surveillance de cet espace. Et donc en fait, c'est les missions là, que j'ai évoquées tout à l'heure, au niveau européen, au niveau international, avec des conventions, mais également, comme dans tout, lorsqu'il s'agit de protéger un milieu, c'est partager le renseignement cyber, donc avoir une capacité d'anticipation de toutes ces attaques. Donc le partage du renseignement entre les pays. Alors, le renseignement ne se partage pas forcément facilement, il est souvent estimé comme souverain, mais dans le monde cyber, vu qu'il n'y a pas de frontières, vous pouvez très bien avoir une sonde qui n'est pas dans votre pays et qui va détecter un serveur de contrôle-commande qui communiquera avec une station satellite qui, elle, vous appartient. Donc si ce pays-là en question ne vous prévient pas, vous risquez justement une attaque et voire jusqu'à la prise de contrôle d'un satellite, pourquoi pas. Donc vraiment, le renseignement, la coopération dans ce domaine-là, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, la montée en compétence et la sensibilisation des équipes qui fabriquent les satellites, donc de développement, de sécurisation, tout ce qui contribue à la maintenance en conditions de sécurité. Ça, c'est aussi un axe qu'il faudrait renforcer. Vous prenez l'US Air Force, elle crée régulièrement des CTF, des Catch the Flag. Ils appellent ça HackerSat, avec des équipes qui doivent trouver des vulnérabilités sur des satellites. Alors le scénario est déjà écrit à l'avance, donc c'est vraiment pour les faire monter en compétences, pour que tous les industriels réalisent tout ce qu'on peut faire en termes d'attaque sur des satellites. Donc ça, quelque chose qu'on pourrait renforcer au niveau européen. Et puis pour terminer, la sécurité offensive. Ça, c'est quelque chose aussi qui permet d'améliorer considérablement la sécurité des satellites. Vous prenez des hunters et vous les mettez en relation avec des industriels qui fabriquent des satellites. Vous organisez un event sur 2-3 jours ou même sur plus longtemps pour justement trouver ces vulnérabilités, les exploiter, pas les exploiter évidemment, mais les trouver dans un cadre maîtrisé avec des hunters éthiques pour ensuite éviter que ce soit un hacker malfaisant qui en profite plus tard. Donc là, on a quelques pistes qu'il faudrait développer au niveau européen, international, pour améliorer la sécurité des satellites. On a vu que c'était un enjeu important, que si du jour au lendemain on n'a plus d'espace, c'est le bien commun qui en pâtit, et c'est de notre vie à tous. Merci beaucoup. Alexandre, vous souhaitiez intervenir? Si ça arrivait, on retournerait dans les années 60 ou pas très loin, ça c'est certain. Oui, alors... Oui, je voulais juste ajouter un ou deux points. Je parlais de la sécurité des systèmes existants qui sont utilisés aujourd'hui. Alors, bien entendu, il y a les institutions publiques, il y a des budgets publics pour améliorer et sécuriser notamment ces systèmes à travers des opérations, comme on vous l'a dit, une fois que le satellite est lancé, qu'il est qualifié, que le système seul est qualifié, globalement, on n'y touche plus. Globalement, c'est ce qui se passe. Mais on travaille avec, alors chez REA, on a développé un Cyber Range spécifique au domaine du spatial, ce qui nous permet de définir un jumeau numérique du système qui est existant et de pouvoir jouer des attaques avancées sur ces systèmes afin de pouvoir anticiper la réaction du système en opération et voir quelles contre-mesures on est capable de faire et entraîner notamment les équipes actuelles à se défendre
à se défendre. Ensuite, vous avez les systèmes donc plutôt à concevoir, où là, de la même manière, on est capable de vérifier à travers ce jumeau numérique le fait que les mesures qui ont été mises en place et qui ont été identifiées sont résistantes dans le temps. Encore une fois que c'est lancé, c'est lancé. J'ajouterais aussi que, bien entendu, ça, c'est les phases plutôt amont. Ça n'empêche pas la surveillance et donc, à travers un SOC, de monitorer la sécurité des systèmes spatiaux dans leur ensemble, segment sol, segment espace. C'est une activité que nous développons très fortement, notamment à travers un centre d'excellence cybersécurité qui est en train d'être créé, qui sera opérationnel d'ici fin 2023 à peu près, et dont nous avons de grands espoirs, notamment pour les programmes européens, mais pas que. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, je vous propose de passer aux questions du public. Nous en avons eu énormément à distance. On ne pourra malheureusement pas tous les traiter. Et on regardera également les questions qui peuvent être posées dans la salle. Je vais commencer par une première question qui a été posée à distance. Afin de contrer le brouillage des communications spatiales, serait-il pertinent d'implémenter un filtrage inspiré, voire basé sur les transformations de Fourier ? Sur les transformations ? De Fourier. On a un public d'experts qui nous suit. C'est probablement une question de fréquence, non ? Oui. Donc, grosso modo, si c'est du choix de fréquence... Il faudrait dans le... Désolé. Si c'est du choix de fréquence, donc si c'est d'utiliser une fréquence plutôt qu'une autre, c'est des choses qu'on sait déjà faire et qui est déjà implémenté. D'accord. On peut avoir des configurations, des manières de communiquer très complexes qui utilisent du saut de fréquence ou des choses encore plus compliquées. Ça, c'est déjà implémenté. Le problème, c'est qu'un bon brouillage, ça brouille tout. C'est du signal bien violent dans une zone. Enfin, bon, oui, après, il y a des systèmes d'augmentation de puissance, mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on souhaite brouiller. Est-ce que c'est le contrôle commande et la télémétrie de la plateforme du satellite, ou est-ce que c'est vraiment les données, la data qui concerne la mission ? Si je prends le cas du GPS, tout ceci est normé, il y a des comités, on peut faire des évolutions, ça prend des années. Et avant d'avoir du saut de fréquence sur le GPS, il va se passer un peu de temps. Il y a du double fréquence qui arrive prochainement. Ça va peut-être répondre à une partie de la problématique, mais pas totalement. Merci. On va peut-être alterner. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Non ? Si ? Allez-y, monsieur. Compte tenu de la spécificité des systèmes satellites, vous avez souligné le fait qu'on ne peut pas ramener des satellites sur Terre, le fait que les programmes durent 10, 20 ans. Est-ce que vous prenez d'ores et déjà en compte, dans le problème de la sécurité des transmissions, le fait que le calcul quantique va menacer la crypto telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Alors nous, l'avantage, c'est que les communications optiques, c'est des choses qui vont être utilisées pour déployer de la distribution de clés quantiques. On ne peut pas faire de la distribution de clés quantiques par radio. Donc de toute manière, les communications... Donc en fait, on va être support de la distribution de clés quantiques, qui est une manière de s'affranchir du quantique. Donc effectivement, par définition, ça fait partie des architectures qui sont poussées. Alors l'Union européenne pousse énormément dans ce sens-là, faire de la distribution de clés. Fondamentalement, il existe des acteurs qui commencent à travailler sur le post-quantique, donc des manières de crypter qui sont robustes au calcul quantique quand il arrivera. Et donc, il y a toute une zoologie dans ce domaine-là. Je pense que c'est une question de prise en compte des risques aujourd'hui, d'analyse de à quelle distance on en est, et aussi de l'analyse de la durée de vie de la mission dont on parle, parce que un satellite en couche basse, s'il tient 9 ans, on est très content. Et aujourd'hui, un ordinateur quantique dans 9 ans, moi, en tout cas, je ne parierais pas dessus alors que j'ai un doctorat en optique quantique, quoi. Donc, voilà. C'est peut-être une analyse dessus. Merci. Non, juste 2 mots pour répondre à votre question. Au niveau européen, en tout cas pour les systèmes européens, alors Galileo, EGNOS, Copernicus, GovSatcom et puis SST, il y a des travaux qui sont en cours, qui ont été élaborés déjà depuis presque 3 ans par EUSPA et l'ESA dans ce domaine et qui seront probablement intégrés dans les prochains standards, notamment GNSS.
Merci. Alors, une autre question qui a été posée à distance. Comment luttez-vous contre ces tentatives malveillantes de brouillage? Quelles sont les actions réactives en cas d'identification et de preuve d'une action de ce type réalisée dans le but de nuire? Si on prend l'exemple des GNSS, donc le brouillage, ça consiste à monter le niveau de signal ambiant pour venir masquer le signal naturel au récepteur et que le récepteur ne soit pas capable de faire cette mesure. Donc à la limite, quelqu'un qui fait un brouillage comme ça un peu violent, j'allais dire, il n'y a pas de mal, on a juste une indisponibilité de la fonction, donc ça s'arrête de marcher sur une zone donnée. Une zone réduite. Et donc, on ne peut plus utiliser le système, mais au moins on ne fait pas de bêtises avec. Donc le brouillage un peu malin, c'est un brouillage ni blanc ni noir, c'est un truc un peu gris qui fait que notre récepteur se met à avoir un comportement erratique. On croit qu'il fonctionne, mais il ne fonctionne pas bien. Et donc les mesures à prendre en compte, c'est des mesures qui sont plutôt logicielles dans le récepteur et qui consistent à détecter les mesures qui ont le moins de cohérence avec ce qu'on s'attend à mesurer. Et donc il y a tout un pan d'intelligence à mettre dans un récepteur pour qu'il soit capable de détecter ces mesures un peu aberrantes pour ne garder que les mesures qui sont convenables. Parce que brouiller toutes les fréquences de tous les satellites, des 4 constellations, on a cité Galileo, GPS, les Russes en ont un qui s'appelle GLONASS, les Chinois Beidou, venir brouiller les 4 GNSS, les 120 satellites des 4 GNSS et les 4 fréquences par satellite, c'est un travail, c'est pas une attaque probante dans la réalité. Donc il y a des moyens de s'en sortir par identification de la qualité des mesures qui sont traitées dans un récepteur. Et donc il y a tout un pan d'ingénierie système à développer. Alors c'est de la matière grise, c'est de l'intelligence à mettre dans les systèmes actuels. Et si plus ça va être côté utilisateur, plus c'est simple d'accès. C'est plus simple de faire une release sur un récepteur en changeant son micro-logiciel que de faire une release sur un GNSS. J'allais dire tout à l'heure, j'étais un peu inquiétant en disant il n'y a rien qui est fait et on est menacé. En même temps, c'est assez accessible. Il suffit de faire des mises à jour logicielles et de développer des nouvelles fonctions de sécurisation. Là, on prend l'exemple du brouillage et j'ai un peu argumenté sur le brouillage, mais la même chose sur le leurrage. Merci. Vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, si je peux. Alors, ça, c'est vrai essentiellement pour les systèmes de positionnement, de navigation GPS. Galileo, c'est la même chose. Et l'Union européenne, EREA, on en est absolument très conscient. Et c'est pour ça que l'Union a décidé de développer, il y a une vingtaine d'années maintenant, et c'est en service depuis peut-être 14-15 ans, peut-être un peu plus, une solution qui s'appelle EGNOS, qui apporte cette fonction d'intégrité, outre le fait d'améliorer le positionnement. Ça ajoute une fonction d'intégrité au message que vous recevez. C'est-à-dire que si vous êtes brouillé, si quelqu'un essaye de spoofer, etc., à travers EGNOS, alors vous n'allez pas avoir du coup votre vraie position, mais en tout cas, le récepteur, lui, va vous dire « Attention, on vous dit que vous êtes là, mais on n'est pas capable de vous le certifier ». Et ça, c'est utilisé notamment dans les approches aériennes. Vous vous rendez compte que ça peut jouer sur les billets. Donc ça, c'était des choses que je voulais ajouter. Alors, une dernière question qu'on va prendre à distance, donc qui a été assez appréciée puisque beaucoup des personnes qui nous suivent à distance ont voté pour cette question. Attaque radiofréquence sur un système satellitaire, guerre électronique ou cyber? Alors, je commence et je vous laisse finir. Alors, je vais prendre une autre question. Quand vous faites une attaque sur Wi-Fi, que vous mettez en place un émetteur Wi-Fi qui reprend le même réseau, donc même SSID, mais avec une puissance plus forte. Donc, on est dans le domaine de l'ARF. Et donc, finalement, tous les clients qui se connectaient à la box initiale vont se connecter à l'access point pirate. On va la regaper, voilà. Et donc, va permettre, via une attaque RF, créer du mine in the middle et récupérer l'ensemble des logins, des mots de passe et tout le trafic qui va passer finalement en clair chez lui. Est-ce que c'est de la cyber ou est-ce que c'est de la guerre électronique? Je vous pose la question. En fait, est-ce que c'est grave est-ce qu'on a besoin de mettre un label là-dessus? Grosso modo, c'est pas bien dans tous les cas et il faut s'en prémunir. Et c'est un schéma d'attaque qui est effectivement très facile à comprendre et sur lesquels il faut qu'on trouve des solutions, c'est tout. Donc il n'y a pas de se dire
la même chose que faut pas utiliser le Wi-Fi chez McDo. Désolé. Là, on peut pas se permettre de faire ça. On peut pas dire faut arrêter de communiquer avec nos satellites. Donc il faut trouver d'autres solutions pour le faire. Et voilà. Et donc en fait, quelque part, c'est dans quelle catégorie ça tombe. Finalement, n'est pas si important que ça. Ce qui est certain, c'est le fait que le satellite soit physiquement loin fait que des options qu'on avait dans des réseaux, typiquement, je me branche sur une prise, je m'assure d'un certain nombre d'outils de sécurité. En fait, il y a des solutions qu'on a pour des Wi-Fi qui ont exactement le même problème, mais qu'on n'a pas pour les satellites. Peut-être qu'au niveau des satellites, on est capable de détecter des choses, notamment quand c'est un brouillage sur une zone très large. En fait, la frontière est très ténue entre guerre électronique et cyber. Il faut juste que les spécialistes de guerre électronique et les spécialistes de la cyber se parlent. C'est tout. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions et d'être venu en fait partager votre expérience. On va faire une petite pause de 5 minutes avant de suivre notre événement par une keynote et une seconde table ronde. Merci encore en tout cas pour votre intervention. Merci à tous. Merci à tous.